Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur notre plateau. Il est 19h30 et quelques poussières de temps à Abidjan, Côte d'Ivoire, où vont se dérouler des élections dans 48 heures, alors que la campagne électorale s'achève dans quelques heures. Nous recevons ce soir un invité de marque et nous en sommes très fiers d'ailleurs, puisqu'il nous a réservé cette exclusivité pour clore cette campagne électorale. Je veux parler du président Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, que je reçois avec mon confrère Akoumblan sur ce plateau. Nous sommes en direct sur la chaîne YouTube du parti, le PDCI RDA, ainsi que sur le TikTok de Nsan Atoumblan. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous les deux et à tous les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui nous écoutent et au-delà, tous les Africains. Bonsoir, Nsan. Bonsoir Norbert et bonsoir à tous nos téléspectateurs, je le dirais parce qu'on nous voit, voilà, tous nos téléspectateurs sur la page PDCI TV sur YouTube et sur ma page TikTok comme ça à tout blanc. Alors, Président, nous sommes jeudi 23 octobre. J'avais tout de suite une question à vous poser concernant votre emploi du temps samedi. Qu'allez-vous faire? Allez-vous aller voter et puis ensuite, que comptez-vous faire après cette journée de vote? Que va-t-il se passer en fait? C'est surtout ça la question que se posent tous les Ivoiriens. Encore une fois, merci de me recevoir. Samedi est une journée importante, c'est une date historique qui devrait être celle d'une élection présidentielle que j'aurais souhaité, inclusive, apaisée et vraiment démocratique, et qui malheureusement va se dérouler dans des conditions non optimales, avec des candidats majeurs écartés du scrutin. En fait, quand vous regardez les chiffres, les candidats qui sont écartés représentent à peu près la moitié, 52% précisément, des Ivoiriens. Donc 50% des Ivoiriens sont privés du choix qu'ils auraient voulu exprimer dans ce scrutin. Donc c'est difficile dans ces conditions de penser que le scrutin va bien se passer, et je le regrette. Vous craignez que le scrutin se passe mal là? Non, en fait, le problème de fond qui dépasse celui du 25, c'est, je dis, empêcher une partie importante de l'opinion de la population ivoirienne d'exercer librement son choix, ce qui est l'objectif d'une élection présidentielle. Et je dois dire que le spectacle auquel on a assisté ces derniers jours m'attriste profondément. Je veux avoir un mot et une pensée toute particulière pour tous ceux qui sont allés manifester. Manifester est un droit garanti par toutes les conventions internationales. C'est un droit fondamental de l'homme. Ils ont exercé tout simplement un droit fondamental au péril de leur vie. Beaucoup d'entre eux ont été battus, d'autres ont été arrêtés, sont aujourd'hui en prison à l'heure où nous parlons, d'autres encore ont été condamnés à des peines assez sévères. Ça m'attriste et je tiens à saluer malheureusement aussi, à m'incliner devant la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Il y a eu des décès, que ce soit du côté des manifestants ou des forces de l'ordre, et je le regrette. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire telle que je l'imagine et telle que je la souhaite. Alors, mais comment avez-vous vécu cette fin de campagne? Ça a été quand même très mouvementé, y compris à Paris, d'où vous étiez, d'où vous la suiviez. Oui, non, nous suivons les événements. Écoutez, je suis en contact quasi permanent avec Abidjan. D'ailleurs, je salue, je crois que nous sommes sur PDCI TV, je peux dire un mot pour mes militants, parce qu'ils me manquent depuis ici. Je les salue, je les remercie pour leur engagement et au service de la démocratie dans notre pays. Parce que je crois que nous pouvons avoir en Afrique et en Côte d'Ivoire un modèle de démocratie. Je pense que la société ivoirienne est suffisamment évoluée, suffisamment sophistiquée pour vraiment fonctionner de façon démocratique. Et quand je vois ce qui se passe actuellement, je dis que la Côte d'Ivoire à la fois mérite mieux que ça et vaut mieux que ça. C'est votre message d'espoir que vous lancez à 48 heures du scrutin. Mais alors justement, j'aimerais quand même rentrer dans les détails. Vous avez maintenu pendant tout ce temps, ça fait 2 ans là, maintenant que vous êtes apparu
sur la scène politique ivoirienne. Réapparu, bien sûr, oui, pardon. Vous avez tout à fait raison de me corriger. Mais réapparu de quelle manière? En étant élu président du PDCI à la quasi-unanimité des voix. Et puis ensuite est arrivé ce qui est arrivé. Comment vous y êtes-vous pris pour maintenir la flamme du parti malgré toutes ces embûches, ces entraves? C'est une question qu'on pose rarement, mais c'est intéressant. Tout d'abord, le parti a une histoire, une histoire riche. Je suis souvent arrêté, je le raconte par des Ivoiriens dans la rue. Vous seriez surpris de voir combien d'entre eux me disent « Vous savez, mon père était secrétaire de section du PDCI. » Le PDCI a été le parti qui a fondé la Côte d'Ivoire, le parti unique. Et il y a très peu d'Ivoiriens qui n'ont pas dans leurs ascendants un militant actif du PDCI. Donc il y a ce socle-là, cet héritage qui est très important. Deuxièmement, dans la manière dont j'ai essayé de diriger le PDCI, il y a vraiment, pour moi, deux principes qui sont la responsabilisation et la décentralisation. Et c'est comme ça que je gère toutes les structures que j'ai eu le privilège ou l'honneur de diriger. C'est-à-dire, les Anglais disent empowerment, donc responsabiliser, donner de l'autorité aux individus et ensuite décentraliser. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le PDCI a continué à fonctionner, bien que je ne sois plus physiquement sur le territoire, c'est justement parce que j'ai décentralisé en créant immédiatement une structure régionale avec des responsables bien identifiés et que j'ai aussi poussé les responsabilités vers le bas. Pour moi, c'est un principe parce que plus les décisions sont prises proches de là où elles doivent être appliquées, meilleure est leur qualité. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais c'est tout ça. C'est ça la décentralisation. Donc, je n'ai jamais voulu qu'à Abidjan, on décide ce qui se passe à Tingrela. Je veux que la personne qui décide à Djegonefla ou à Tingrela ou à Bouna ou à Doropo se connaisse. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays très hétérogène. Et le diriger de façon centralisée expose à des erreurs et des problèmes. Donc voilà, on a essayé de faire ça au niveau du PDCI. J'observe d'ailleurs que d'autres partis sont allés dans la même direction. Et donc je pense que ça nous permet aujourd'hui de continuer à fonctionner relativement proche aussi des populations et à l'écoute de nos militants. Et parmi elles, évidemment, la jeunesse ivoirienne, pour laquelle vous êtes un modèle. Alors, qui dit jeunesse dit réseaux sociaux, dit Internet, raison pour laquelle j'ai pensé utile de vous proposer de faire appel à mon ami Atoun Blanc 100, pour qui Internet n'a plus aucun secret. Alors, nous sommes également en direct sur sa chaîne TikTok. Oui, effectivement. Oui, j'ai accepté avec plaisir. Je suis très impatient. Écoute, moi je suis très heureux, Norbert, déjà de recevoir le président Tidjane Thiam, ce qui prouve déjà que le président Tidjane Thiam est à l'écoute aussi d'une catégorie de la population. 75% en fait de la population ivoirienne, elle est jeune. Donc c'est un fait. C'est aussi avoir le contact, être proche aujourd'hui des jeunes. Mais je ne vais pas aujourd'hui spécifier le débat, puisque Norbert l'a rappelé, nous sommes à un tournant très important. Moi je reviens sur un élément historique. Nous sommes précisément en 2000. Je donne date, 28 octobre 2000. J'aime bien citer cette interview de M. Alassane Dramane Ouattara au journal Le Parisien, alors qui fait part d'un élément très important. La Cour suprême a pris une décision d'écarter Henri Konan Bédié, votre prédécesseur, et lui-même... Ancien patron, tout à fait. Et lui-même, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit cette décision de la Cour suprême est une décision inique. C'est une décision inique, et donc, à cette époque, l'heureux lauréat de cette élection fut le président Laurent Gbagbo. Lui, il disait à cette époque que le président Gbagbo était un président de fait. Et il souhaitait la reprise immédiate, d'accord, des élections de 2000. À cette époque, bon, on n'a pas crié au loup. Alors, est-ce que là, nous ne sommes pas dans un remake de l'histoire, comme vous aviez indiqué? Et un élément important déterminant, il disait que à cette époque, un cinquième, il allait même au-delà d'un cinquième, il allait au-delà d'une bonne partie aussi, d'accord, de la majorité des Ivoiriens n'ont pas participé à ce scrutin, donc il n'y avait pas de légitimité. Nous savons le poids que le PDCI-RDA, votre parti, représente, et aussi le PPACI représente. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de crédibilité du jeu électoral? Écoutez, vraiment, la chose est très bien posée. Et c'est bien de repartir de 2000. Vous savez, j'ai fait campagne. L'an dernier, j'ai fait plus de 10 villes en quelques jours. J'ai fait campagne avec passion pour la RLE, la révision de la liste électorale 2024. Et on m'a vu partout dire, et faire ce geste, dire c'est le bulletin de vote qui vous donnera
l'hôpital, qui vous donnera l'école que vous voulez, la route que vous voulez. C'est pas la Kalachnikov, c'est pas la machette, c'est le bulletin de vote. Donc moi, je suis vraiment profondément attaché, et j'étais très fier qu'il y ait eu 943 000 nouveaux inscrits, parce que, je l'ai dit aussi, la Côte d'Ivoire a un problème de taille de son corps électoral. Là, tout le monde s'excite sur samedi. Il faut rappeler que nous avons un taux d'inscription sur les listes électorales les plus bas d'Afrique. Oui. Okay, que le Libéria est au-dessus, que le Bénin est au-dessus, que le Sénégal est au-dessus, que tous les pays, on était à 7,8 millions, on est à 8,7 millions et quelques, ça nous laisse très très loin des standards internationaux. Voilà. Donc la crédibilité, le problème de crédibilité de l'élection commence là. Okay, donc on part déjà d'un niveau, même M. Kuiber l'a dit, il était d'accord au début quand j'ai commencé à dire qu'il manquait 4 à 5 millions d'électeurs sur la liste. On m'a dit que je ne savais pas compter au début 2024. Bon, maintenant, c'est un chiffre qui est accepté de tout le monde. Donc, nous partons tous vers une élection dont nous savons qu'il lui manque 4 à 5 millions. C'est pas rien. 4 à 5 millions d'êtres vivants. C'est pas rien. Bon. Ensuite, on entre en 2025. Partant d'une situation comme ça, on dit qu'il n'y aura pas de RLE. Donc, non seulement nous savons que nous n'avons pas suffisamment d'électeurs, mais on refuse, alors qu'on en a les moyens, et que le budget pour cela a été voté, 27 milliards. oui, on refuse d'organiser une RLE sous des prétextes divers et fallacieux. RLE qui a eu lieu en juin-juillet 2015, avant l'élection présidentielle. Oui, 2015 aussi. Oui, j'ai aussi. vérifié 2015, et en 2020 aussi, juin-juillet, ça a été fait. On dit l'élection en octobre, on n'aura pas le temps. Mais, vous savez, j'ai un ami, il dit qu'il aide pour tous les événements sociaux, sauf les naissances, parce qu'on n'est jamais surpris par une naissance, ça prend 9 mois. Donc l'élection, c'est un peu la même chose. On savait qu'il y avait une élection en 2025. Donc, en aucun cas, l'État peut dire qu'il est surpris par le fait qu'il doit tenir une élection en octobre 2025. Donc l'argument de dire on n'a pas le temps, enfin, je ne comprends pas. Okay, donc ça, c'est déjà un premier problème, pas assez d'électeurs. Donc déjà, et ensuite la participation. Donc on a vu les chiffres que la CEI a communiqués, disant qu'il y avait peu d'engouement. Je crois qu'il parlait de 9% de personnes qui avaient retiré leur carte. Donc on va, dans un pays où le corps électoral est trop limité, vers une élection à très faible participation. Okay, donc moi, c'est pour ça que ma position, elle est simple. Hein. Depuis 1 an et demi, nous réclamons un dialogue. Un dialogue, un dialogue, un dialogue, pour aller à une élection crédible. Parce que, vraiment, la manière dont les choses vont se passer après l'élection est directement déterminée par les conditions dans lesquelles l'élection elle-même se déroule. Donc tout le monde a intérêt à ce que l'élection soit représentative, crédible et avec beaucoup de participants. Et donc, mon point de vue, c'est que de toutes les façons, depuis longtemps, cette élection, elle devrait être reportée. Il faut un dialogue et un report. Alors, ça me permet de peut-être clarifier un commentaire que j'ai fait récemment où j'ai dit qu'on avait 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. J'aurais pu dire on a 7 jours pour sauver la Côte d'Ivoire. C'était ça le fond de ma pensée. Et j'ai fait référence au Tout-Puissant, en disant que Dieu avait mis 7 jours pour créer le monde, et que donc en 7 jours, tout était possible, avec un peu d'humour. Mais c'est pour dire que peut-être que ce miracle qui ferait que l'entendement reviendrait et qu'on mettrait balle à terre, comme on dirait chez nous, qu'on fasse ce dialogue, et puis on fera l'élection après. Et je suis désolé, mais j'ai amené un papier, parce que je suis quand même l'actualité. Sauf que samedi, c'était le 18 octobre. Beaucoup d'Ivoiriens savent que c'est l'anniversaire du président Houphouët-Boigny. Tout à fait. Le président Houphouët-Boigny, paix à son âme. Et donc, chaque année, moi, le 18 octobre, je fais un message à la nation, en tant que président du PDCRD. Et j'aimerais vous lire quelques lignes. Ça prend 10 secondes. J'ai dit, le 18 octobre, c'est un document public qui a été largement diffusé. En ce jour mémorable, souvenons-nous encore de Félix Houphouët-Boigny pour dépasser nos désaccords, nos divergences et nos incompréhensions, pour retrouver le seul chemin qui construit durablement un pays dans la paix, le dialogue. J'ai dit la restriction des libertés et l'usage de la violence, de la force répressive rabaisse tout pouvoir. Le dialogue, disait Houphouët-Boigny, reste l'arme des forts. Évitons, pendant qu'il en est encore temps, la voie sans issue, créée par le règne de la manipulation, de la violence, de l'injustice et de l'exclusion. Jamais il n'est trop tard pour dialoguer. La paix est encore possible. Agissons maintenant. Le monde nous regarde. L'histoire nous jugera. Que la paix soit dans nos cœurs. Donc, voilà le fond de ma pensée et ce que j'ai exprimé le 18. Parole de sagesse, bien sûr, et qui touche au cœur. Pourtant, à Abidjan, certains veulent incriminer vos paroles prononcées samedi dernier à Paris. Que leur répondez-vous ? Je ne suis pas sûr qu'ils... Les paroles sont là. J'ai dit... J'ai fait un appel à la paix, un document que tout le monde peut consulter, qui est officiel, qui est sorti.
Effectivement, j'étais à un meeting où j'ai dit, effectivement, ces mots, c'est une semaine pour libérer la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire est libre? Permettez-moi de vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que les Ivoiriens sont libres? Pour moi, la liberté, c'est... Je vous réponds clairement que non. Voilà. Donc, dire libérer la Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose de choquant, ni d'insurrectionnel. C'est le mot qui est utilisé. Les Ivoiriens, je veux les libérer de quoi? De la peur. Et dans cette même intervention, j'ai parlé du pouvoir de la peur et de l'argent. Je veux les libérer de la peur, je veux les libérer de l'esclavage de l'argent. Voilà. Des mots très durs, et vous n'êtes pas le seul. Le président Gbagbo, Laurent Gbagbo en a prononcé d'autres, pas plus tard qu'hier. Il a parlé de coup d'État institutionnel, de coup d'État civil. Il a parlé de braquage électoral. Que pensez-vous de ces formules? Bon, d'abord, vous savez que le président Gbagbo est mon aîné et que j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour lui. Nous avons des rapports anciens et solides. Nous disons la même chose avec des mots différents. Ce que je viens de dire sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'électeurs. Je ne suis même pas rentré dans le sujet des insuffisances et des imperfections des 8 millions et quelques d'électeurs inscrits. Parce qu'on sait aussi que là, il y a énormément de problèmes, énormément d'erreurs dans cette liste qui est insuffisante. Donc effectivement, organiser, ça fait 5 ans que nous disons ces choses-là. Pourquoi on a laissé passer autant de temps sans rien faire? Parce qu'on voulait, à mon avis, à la fin, pouvoir dire « mais trop tard ». On n'a pas arrêté. Moi, depuis mon retour en Côte d'Ivoire, ça a été un de mes premiers sujets. La liste électorale, la CEI, inscrire les gens, faire les RLE. On s'est organisé d'ailleurs pour la RLE. Les 943 000, ce qui est un record, ça n'est pas arrivé tout seul. On s'est organisé au niveau du PDCI sur l'ensemble du territoire pour avoir les certificats de nationalité, pour s'assurer que les audiences foraines, tout ça aurait lieu et que les gens... On a vraiment beaucoup travaillé dans ce but. Donc vraiment, moi je crois aux élections, je crois que c'est pas rendre service à la démocratie de procéder à un simulacre d'élection. Donc je reviens à dire dialogue et report. Alors, Président Tidjane Thiam, nous allons continuer à parler de l'actualité. L'actualité du jour, ce sont les papers immobiliers. Nous avons appris en fin de matinée qu'un portail Internet publiait des documents concernant la famille Ouattara, laquelle posséderait, selon ces documents, 124 propriétés en France, à Paris, mais aussi à Neuilly, à Cannes, et j'en passe. Avez-vous vu ces documents? Qu'en pensez-vous? Comment réagissez-vous à ces publications? Je crois qu'il faut que chacun soit dans son rôle. Il me semble qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été mises dans le domaine public. C'est à vous, les journalistes d'investigation maintenant, d'analyser ces documents et de nous dire ce qu'il faut en penser. Voilà. Maintenant, si je prends du recul, il semble qu'il y a un portefeuille immobilier de taille très importante qui a été identifié. On faut d'abord vérifier que ces informations sont correctes. Donc c'est pour ça qu'il est beaucoup trop tôt pour moi, en tant que responsable, pour faire des commentaires là-dessus, vérifier que les informations sont correctes, et ensuite comprendre un peu comment tout ça a pu se constituer. Oui, enfin, ça, juste une petite précision quand même, parce que avant de te passer la parole, les documents qui sont publiés par ces papers immobiliers montrent notamment un document qu'on va peut-être apercevoir, le facsimilé d'un acte notarié qui aurait été passé devant notaire à Abidjan le 4 août 2011, la constitution d'une société civile immobilière du nom de Victor. Et ce document qu'on va apercevoir est signé de la main même d'Alassane Dramane Ouattara et de son épouse Dominique Claudine Ouattara. Donc le 4 août 2011, on est presque moins de 4 mois après l'installation d'Alassane Ouattara au pouvoir, le 11 avril 2011.
Donc cette proximité des dates, si elle se confirmait, qu'est-ce qu'elle vous inspirerait? Vous venez à répéter ce que je viens de dire. C'est à vous de faire votre travail sur toutes ces choses-là. Moi, je ne vais pas commenter et faire des hypothèses sur des choses que je n'ai même pas pu vraiment étudier ni consulter, pas pu en confirmer l'authenticité. Sur le fond, nous, ce que nous voulons, et ça on l'a dit au niveau du PDC, et ça c'est un sujet que j'ai abordé souvent dans mes interventions devant des Ivoiriens, c'est une question d'argent public, de corruption. Nous voulons qu'il y ait une bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est un terme qui est galvaudé, parce que beaucoup de gens qui n'avaient que ce terme à la bouche ont fait exactement le contraire. Mais j'explique toujours aux Ivoiriens qu'il y a un modèle, et puis bon, on a voulu, moi j'ai parlé des fonctionnaires milliardaires. J'ai expliqué que je voulais bâtir une économie où il y ait des milliardaires, mais qu'il fallait que ce soit des entrepreneurs. Donc des personnes qui créent de la richesse. Vous voyez, moi, ces sommes-là dont on parle, si elles avaient été investies dans l'économie ivoirienne, elles ne me poseraient pas de problème. Il y avait des milliers d'emplois derrière. Quand je vois ça s'investir dans la pierre à Paris, qui n'en a vraiment pas besoin, je trouve ça dommage. Alors que nous avons un pays... Oui, un pays qui a besoin d'investissement. Un pays qui a besoin d'investissement, qui a besoin d'emploi. Le chômage des jeunes est un fléau. Okay, donc, j'ai dit, pas de fonctionnaires milliardaires, des entrepreneurs milliardaires, une économie tirée par le secteur privé. Et ce que j'essaie d'expliquer souvent aux populations, c'est qu'un modèle où quelqu'un, parce qu'il est un grand type ou un grand quelqu'un, il prend 10, puis de temps en temps, il vous donne 1. Et je dis dans ces termes, avant que tout ça soit révélé. Je dis dans ces termes, il prend 1 et puis 9, il met dans un appartement à Paris. Non, ça ne marche pas. Okay, parce qu'en fait, à la fin, vous vous retrouvez sans route. On parle d'écoles on parle d'élèves qui n'ont pas de prof de maths dans certains collèges depuis la 5e. Ils ont fait la 5e, la 4e, la 3e, sans cours de maths. On va où comme ça? Donc, c'est vraiment ces choses simples-là. Et la bonne gestion des deniers publics, elle s'impose à tous. Vous voyez, je réagis mal quand on nous oppose la loi souvent, parce que la loi, par exemple, dit que chaque parti politique représenté au Parlement a droit à une subvention chaque année. Cette subvention n'est pas un cadeau. Elle est financée par tous les contribuables ivoiriens, parmi lesquels il y a des RHDP, mais aussi des PPACI, des FPI, des PDCI, payent tous leurs impôts. Alors, moi j'entends, il me revient, que des gens disent dans les couloirs du pouvoir, on leur a coupé les vivres. Enfin, c'est pas leur argent. C'est l'argent des Ivoiriens. Nous, PDCI, on n'a pas reçu un centime cette année. L'an dernier, on a reçu une partie seulement de ce qu'on devait recevoir, et le 20 décembre. Donc on a fonctionné toute l'année avec les efforts de dirigeants du parti, dont je suis, et cette année aussi. Alors, comment on peut bâtir une démocratie quand de façon aussi cynique et délibérée, on refuse de verser à des partis leur dû? Voilà les vrais problèmes. Quand on refuse on nous parle de l'article 39 du Code électoral, mais on refuse de respecter l'article 6 qui arrive avant, qui dit qu'il faut faire une révision de la liste électorale chaque année. Donc oui, il y a des incohérences. Il y a une chose, moi, j'aime beaucoup notre peuple et les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils ont du bon sens. Et ils sont très intelligents. Alors, on m'a reproché d'avoir dit qu'il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Ben, je le répète ce soir, il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. On ne peut pas dire la loi quand ça m'arrange, pas la loi quand ça m'arrange. Ça, c'est prendre les Ivoiriens pour des idiots. Monsieur le Président Tidjane Thiam, je vais rebondir sur le document présenté par Robert et Norbert, autant pour moi. Alors, et je peux vous comprendre sur effectivement la source, l'authenticité, voilà, de cette fuite concernant le pépère immobilier. Mais là, vous venez de nous faire cas de quelque chose de très ahurissant. Le manque de financement des partis, qui pourtant fait partie normalement, d'accord, des lois. Mais il y a aussi un cadre assez éthique et moral dans cette situation. Au-delà de ce scandale, qui peut-être par la suite, si vous avez confirmation de tous ces éléments, vous pourrez aisément vous prononcer. Il y a un élément qui est quand même important, la déclaration, d'accord, du patrimoine des hommes d'État. C'est un élément qui est très important parce que vous parlez de développement. Et il faut de l'éthique pour évoquer le développement. Mais avec ces éléments dont nous savons qu'il y a des lois, ils ont légiféré, il y a eu un décret aussi en 2020. En ce qui concerne ces éléments, vous, M. Tidjane Thiam, nous ne sommes pas en campagne, mais qu'est-ce que cela vous dit? C'est pas scandaleux de voir qu'il y a le manque de transparence sur cela, dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas, à ma connaissance, qu'il n'y a pas de publicité de ces déclarations. Donc je ne sais pas.
si, dans le cas d'espèce, la déclaration a été bien faite ou conforme ou pas. Ça, La déclaration de patrimoine, vous voulez dire? Oui. Normalement, la déclaration de patrimoine, elle doit être publique. Elle Non, n'est pas en Côte d'Ivoire. Non, pas en Côte d'Ivoire. Non, pas Je en disais, Côte d'Ivoire. normalement, Absolument. la déclaration de En Côte patrimoine. d'Ivoire, elle ne l'est pas. Oui, vous avez Oui. par exemple un Je pays suis comme la d'accord. France. Non, non, voilà. je suis d'accord. Voilà. Mais Je suis vous, d'accord. M. Tidiane Thiam, est-ce que ça vous gênerait, par exemple, que la déclaration de patrimoine soit publique Non, en Côte d'Ivoire? Alors, Pas du tout. Pas du tout. De toute façon, on peut trouver beaucoup d'éléments, en tout cas sur mon patrimoine, en faisant un peu de recherche. C'est pas très compliqué. Quand un commentateur disait que je ne payais pas d'impôts, mes impôts, j'ai dû lui rappeler que toutes mes rémunérations depuis 2007 sont publiques. Quand vous êtes administrateur et dirigeant d'un groupe listé, enfin, c'est-à-dire qui est à la bourse, Oui. côté à la bourse, jusqu'au dernier centime. Tout ce que j'ai gagné depuis 2007 est publié jusqu'au dernier centime. Donc, vraiment, penser que dans cette position-là, je peux frauder les impôts, c'est juste une vue de l'esprit. Donc oui, il faut aller vers ce niveau de transparence qui existe dans beaucoup de pays. Norbert, tu permets juste un dernier point. Est-ce qu'il serait, par exemple, M. Tidiane Thiam, parce que nous parlons d'un contexte électoral, Norbert, mais nous savons que M. Tidiane Thiam est un combattant, il rassure les militants du PDCI-RDA, parce que nous sommes dans une bataille, effectivement, pour tous ceux qui... J'aurais préféré qu'on ne soit pas dans une bataille. Oui, mais ça devrait pas être une mais c'est bataille. le cas, et le fait de dire que nous sommes dans une bataille n'est pas pénalement... Non, c'est vrai, mais ça devrait pas être le cas. Voilà, mais je veux dire, est-ce que M. Tidiane Thiam, dans un coin de son esprit, se dit il faut que ces choses-là changent véritablement? Absolument. Pourquoi je suis là, moi? Franchement... Le problème, c'est que quand vous faites de la politique, il y a beaucoup de travail à faire pour essayer de redorer un peu le blason des hommes politiques. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, une des choses qui me font plaisir, c'est quand je vois 75 000 nouveaux adhérents au PDCI. Hier, j'étais dans la rue, je fais une petite marche tous les jours pour rester en bonne forme physique pendant laquelle je fais mes appels, je travaille. Et donc, bon, il y en a qui ont pris des photos, qui filment comme ça. Mais souvent, les gens prennent des selfies. Et donc, il y avait une jeune Ivoirienne là, qui a traversé la rue et qui est venue me voir et qui m'a dit « Est-ce que c'est vous ?» J'ai dit « Oui, on a rigolé. » Enfin, Marie-Odile, je ne dirais pas son nom de famille. Enfin, elle est une Koulango, je lui ai demandé. On a parlé et donc, elle m'a dit qu'elle voulait adhérer au PDCI. Elle m'a dit « Je viens parce que vous êtes là. » Et je lui ai demandé son email. Et je crois qu'elle a été surprise, parce que quand je suis rentré chez moi, j'ai fait un email à Alexis Nguessan et je l'ai mise en copie, qui s'occupe de IPDCI et des adhérents. Non, un adhérent de plus. Moi, je les prends tous, tous les jours. Je suis un sergent recruteur. Mais on a eu 75 000 adhérents comme ça, depuis que je suis arrivé. Là, je suis fier de ça. Ce sont des jeunes, c'est vraiment intéresser les jeunes à la vie du pays. C'est un des éléments clés de la construction d'une démocratie. C'est très malsain que les gens se désintéressent de la politique et de la chose publique. Donc, vraiment, une chose qu'on a essayé de faire au PDCI, et je veux vraiment saisir l'occasion pour... Mais on a essayé de le rajeunir, mais ce n'est pas une critique. Sans les vieux, entre guillemets, il n'y aurait pas de PDCI. Donc vraiment, à chaque occasion, je leur rendrai hommage. Un parti qui a passé 25 ans dans l'opposition et qui fonctionne encore, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, en tout cas en Afrique. Et je ne cesserai jamais de rendre hommage à tous ceux qui ont tenu le parti pendant tout ce temps. Et maintenant, on apporte du sang neuf pour aller de l'avant. Alors, si tu m'y autorises, nous avons bien compris que le président Tidiane Thiam attendait d'en savoir davantage sur l'affaire des papers immobiliers pour s'exprimer, et ça c'est très compréhensible. Mais bon, les journalistes que nous sommes ne pourront pas lâcher l'affaire aussi facilement. Et donc on va essayer autre chose, parce que président Tidiane Thiam, vous avez été aussi un très grand banquier. Moi j'aimerais bien savoir, quand je vois des scandales comme cela, et ce n'est pas une découverte pour moi que cette furibonde envie d'immobilier de luxe ou de chaussures rutilantes achetées hors de prix sur les Champs-Élysées. Le banquier que vous fûtes, comment peut-il nous expliquer à tous nos internautes qui sont en ligne, comment on fait pour financer de tels achats aussi ruineux quand on est un dirigeant politique en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est possible? Je suis incapable de répondre à cette question. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que moi j'ai été banquier, je n'ai pas été dirigeant politique à ce niveau. Donc je ne sais pas comment ça peut se faire. Donc je comprends que c'est impossible. Ah, pas du tout. J'ai dit je suis incapable de répondre à cette question. Non,
Je ne veux pas rendre votre tâche difficile. Vous savez, je sais que j'ai 65 ans, mais bon, 63 ans, moi j'avance. Non, c'est 2025, ça se télescope dans ma tête. 63 ans seulement cette année. Mais enfin, comme vous savez, mon père était journaliste, donc je suis toujours un peu faible parce que je sais que c'est un métier difficile. J'ai vu mon père l'exercer. J'ai vu les critiques, j'ai vu les tensions, j'ai vu les difficultés, j'ai vu. Parfois, le président Fouet-Boigny l'appeler, l'engueuler, enfin lui dire des choses très agréables. C'est un métier difficile. Norbert, si tu permets, une Côte d'Ivoire future, puisque le président, M. Tidjane Thiam, ne souhaite pas se prononcer sur ces éléments en tant que banquier. Une Côte d'Ivoire future, dont M. Tidjane Thiam y est, à des postes de responsabilité, pourrait-il admettre ce genre de malversation? On ne sait pas s'il y a eu malversation. Non, pourra-t-il accepter ce genre de malversation? Oui. Nous ne confirmons pas. En tout cas, moi je pense qu'en tant que président, c'est mon ambition, c'est mon désir, c'est mon aspiration, et je pense que beaucoup d'Ivoiriens me soutiennent dans ce projet. Mon job, ce sera de créer un environnement tel que les Ivoiriens soient heureux d'investir dans leur économie. J'ai souvent fait ce raisonnement. J'ai dit, moi j'ai dirigé des grands groupes internationaux quand même, je l'ai expliqué. Un bon dirigeant d'entreprise, quand il doit décider de rentrer dans un pays ou pas, la première chose qu'il regarde, c'est la santé des entreprises locales. Je peux vous assurer. Il y a toutes sortes d'investisseurs. C'est comme tout dans la vie. Il y en a de haute qualité, il y en a de basse qualité. Vous savez, je dis, pendant la traite de l'esclavage, les bateaux se bousculaient sur le golfe de Guinée. Donc l'affluence n'est pas un critère de performance. Tout à fait. Quand beaucoup de gens s'intéressent à vous, ça peut être pour deux raisons complètement opposées. Ça peut être soit parce que vraiment c'est un investissement attrayant, ils ont perçu qu'à long terme ça va bien marcher, ou parce que vous faites rouler dans la farine et vous faites n'importe quoi. Les deux amènent de l'affluence. Donc, un des jobs du président, c'est de créer un environnement qui attire des investisseurs de qualité. Des gens qui seront là pour le long terme. Un investisseur de qualité, il regarde d'abord comment se porte le tissu local. Et j'ai toujours dit donc qu'en tant que président, on doit d'abord concentrer son énergie sur les entreprises nationales, les entreprises locales, et bâtir des champions nationaux qui vont ensuite pouvoir être en partenariat avec le capital étranger qui arrive. Si vous n'avez pas ça, vous faites tondre. Le capitalisme est impitoyable. Vous pensez qu'Alassane Ouattara ne le savait pas et n'a pas essayé? Je sais pas. Moi, je parle de mon expérience. Je vais faire référence à mon expérience en tant que dirigeant de groupe international et comment nous regardions les pays. Et j'ai décidé de rentrer dans certains pays et pas dans d'autres. J'ai mis d'ailleurs 3 ans chez Prudential à convaincre Prudential d'aller en Afrique. Donc moi, j'étais un Africain président d'un groupe qui n'avait aucune activité en Afrique, qui ne voulait pas y aller. Okay. Donc on a commencé par Prudential Ghana. J'ai souri l'autre fois quand je regardais à Cannes, parce que Prudential Africa faisait des publicités. Bon, c'est moi qui étais quand même à l'origine de ça. Et il y a eu beaucoup de discussions sur ce thème, et ce n'était pas facile de convaincre le conseil d'administration d'aller dans ce pays. On a commencé au Ghana et puis ensuite au Kenya. Mais bon. Président Tidjane Thiam, aujourd'hui, nous savons que pas mal de jeunes en Côte d'Ivoire sont opposés à ce 4e mandat. Ces jeunes-là, aujourd'hui, font l'objet de violences de la part, malheureusement, de nos forces de l'ordre. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports d'Amnesty International. Nous sommes malheureusement aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, à notre 6e victime. En perte de vies humaines, Yamoussoukro, il y a eu 2 victimes. Et les populations de Yamoussoukro et les localités ivoiriennes, effectivement, oui, bien sûr, à qui on rend hommage. On regrette. Voilà, le sous-lieutenant à Deauville, précisément, Dagnogo. Effectivement. Mais nous constatons qu'au niveau des manifestants, nous déplorons, c'est pas macabre de compter les victimes, c'est un droit fondamental, l'article 20 de la Constitution ivoirienne. Alors... J'ai sorti mon téléphone, je voulais relire ce qu'a dit Amnesty International. Le recours à des interdictions générales des manifestations constitue un échec flagrant des autorités ivoiriennes à respecter le droit à la liberté de réunion pacifique. De telles interdictions générales sont présumées disproportionnées et violent les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous deux ratifiés par la Côte d'Ivoire. Juste un autre paragraphe. Toute restriction des manifestations publiques doit être légale, nécessaire, proportionnée et non discriminatoire. J'ouvre une parenthèse parce qu'on a vu que certains partis ont le droit de marcher. Oui, tout à fait. Donc non discriminatoire, c'est ça. Au lieu de les interdire,
Les autorités devraient respecter et faciliter les rassemblements pacifiques et veiller à ce que le maintien de l'ordre public vise à permettre aux rassemblements de se dérouler comme prévu dans un esprit de désescalade et de protection des participants. Je ne sais pas si vous suivez mes activités, mais le 9 août, on avait beaucoup investi, nous, le PDCI, pour que cette manifestation se déroule bien. On voulait la faire d'abord au plateau, place Réunion. On nous a dit non. D'abord, on l'a reportée. On l'a interdite. On l'a reportée de bon cœur. On a changé l'itinéraire. On s'est allé à Yopougon. On est allé à Yopougon. Bon, je vous assure, j'ai enregistré un message. J'étais tellement heureux ce soir-là. C'est vrai, on vous l'a vu. J'ai mal dormi. Parce que rassembler autant d'êtres humains et que ça se passe de façon pacifique. Donc, on était fiers d'avoir organisé ces marches pacifiques. Donc, imaginez notre surprise quand le 2 octobre, on nous dit que les marches sont interdites. Mais enfin, pourquoi? Il y a eu la marche du 14 juin, qui a été un grand succès, qui a été totalement pacifique. Il n'y a même pas eu un caillou de jeté. La marche du 9 août, contre quoi? On dit ça pourrait y avoir de la violence. Mais quelle violence? Il n'y a de la violence que depuis cette interdiction. La Côte d'Ivoire était totalement paisible. Les gens mettaient leur pagne, PDCI, ils marchaient vraiment dans la bonne humeur. Même les forces de l'ordre, ça s'est bien passé. Moi, j'ai des retours, hein, je sais ce que les forces de l'ordre disent à nos gens. Ils disent, ah, c'est bien, tout allait bien. Alors pourquoi ce durcissement? Et pourquoi mettre 44 000 Ivoiriens dans les rues? C'est de là que est venu le problème. Des corps habillés. Oui. Comprenez-vous la détresse, d'accord, de ces jeunes aujourd'hui qui s'opposent contre le 4e mandat? Totalement. Parce qu'à un niveau, la vie est simple. Hein. 4 n'est pas égal à 2, 2 n'est pas égal à 4. La compréhension de la Constitution des Ivoiriens, elle compte. Et la compréhension de la Constitution de la plupart des Ivoiriens, c'est qu'il y a une limite à 2 mandats. Voilà. Surtout qu'en 2016, lors de la révision, on leur a dit que ça resterait 2 mandats et qu'il n'y aurait pas de remise à zéro des compteurs. Ça, on a encore les affiches où c'était dit. C'était dit par le gouvernement qu'il n'y aurait pas de remise à zéro des compteurs. Quand, quelques années après, on se contredit et qu'on dit qu'il y a remise à zéro, mais les gens sont déboussolés, les gens sont perdus et puis ils ne comprennent pas. Donc on n'est pas arrivé à les convaincre, en tout cas, de la justesse de cette position. Et donc ils l'expriment en manifestant. Il y a un dernier point, tu permets Norbert. Tidjane Thiam, je le dis, hein, Monsieur le Président, vous permettez, Tidjane Thiam est représenté dans le subconscient d'une partie des Ivoiriens comme l'enfant, d'accord, l'enfant prodige, l'enfant talentueux, et aussi il porte un lourd héritage qui est celui de Félix Houphouët-Boigny. Voilà, on ne peut pas nier ce fait. Et il y a quelque chose qui me choque quand même dans cette situation dans laquelle nous sommes. Vous êtes très attaché à vos racines. À Yamoussoukro, par exemple, on vous a vu en présence des chefs Akoué et d'autres chefs, en fait, d'accord, en Côte d'Ivoire. Nous avons une chambre des rois et chefs traditionnels. Et je pense que dans ces moments très importants, solennels, il faut qu'on revienne à nos principes africains. Non, c'est très important. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous avons une chambre des chefs et rois traditionnels. On a l'impression que c'est aujourd'hui une caisse à résonance du pouvoir RHDP. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Ben, ça m'attriste, vous savez. Bon, parfois, je fais des commentaires, après, je regrette. Mais bon, je suis comme ça. Bon. Beaucoup de chefs ont été des supplétifs de l'administration coloniale. Moi, j'aime l'histoire, et je la connais. Chef de canton, il y en a beaucoup qui étaient des collabos. Donc, cette espèce de compromission, ah ben oui. Tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire savent comment on était nommé chef de canton par l'administration coloniale. Donc, les choses n'apparaissent pas, dans le vide. Voilà. Donc, il y a toujours eu 2 types de chefs chez nous, en Afrique. Ceux qui vraiment étaient bottom-up, représentaient les aspirations. Vous savez, je l'ai dit, hein, la phrase, à chaque fois, l'autorité se consent, elle ne s'exige pas. L'autorité, elle vient d'en bas, pas d'en haut. La vraie autorité, la vraie légitimité. Donc, il y a toujours eu des chefs vraiment légitimes, et des rois vraiment légitimes. C'est ceux qui s'occupaient de leur population, et puis ceux qui étaient nommés. Et les élus et les nommés dans la vie, c'est 2 catégories qui sont très différentes. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont nommés. Donc, pour en revenir, moi je crois que, c'est roi ou pas roi, chef ou pas chef, aucun Ivoirien ne peut voir des Ivoiriens être battus, comme moi les images que j'ai vues ces derniers jours, et rester indifférent. Voilà, être roi, chef, cuisinier, chauffeur, ça m'est égal. C'est en tant qu'être humain même, vous avez un minimum d'humanisme, ce sont des images qui vous soulèvent le cœur. Les images qu'on a vues ces derniers jours. C'est des images qui vous soulèvent le cœur et on ne devrait pas voir ça. Alors cette tension que vous évoquez entre
légalité et légitimité, si j'ai bien compris. Comment va-t-elle pouvoir se dénouer après samedi après C'est une le réponse 25? simple et décevante, mais c'est le dialogue. Il n'y en a pas d'autre. Houphouët-Boigny explique ça 1000 fois, même à la fin des guerres les plus féroces, il faut s'asseoir et discuter. On a tous vu ce qui vient de se passer à Gaza. Ça a atteint un paroxysme. Pendant un moment, on pensait que cette crise ne serait pas résolue, les otages ne reviendraient jamais. En Israël, qu'est-ce qui s'est passé là? M. Trump a appelé M. Netanyahou, ils ont appelé Hamas. Et Hamas et Israël, qui étaient en guerre totale, aujourd'hui Hamas remet des otages, des corps d'otages à Israël. Tous les conflits de l'histoire de l'humanité se terminent de la même façon, à un moment ou à un autre. Alors, c'est ce que disait Houphouët-Boigny, il faut faire l'économie de ce qu'on voit là actuellement. Des Ivoiriens battus, sauvagement. Sauvagement. Même s'ils avaient commis des délits, il y a un habeas corpus, ils ont des droits à l'intégrité de leur corps. On ne peut pas battre des êtres humains comme ça. Donc, on n'est pas au Moyen-Âge, et il faut sortir de là. Et je sais que, vraiment, ce n'est pas une critique des forces de l'ordre, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour les forces de l'ordre ivoiriennes. Je crois que dans leur vaste majorité, elles sont républicaines, attachées à une certaine légalité. Mais il faut éviter de les utiliser contre la population ivoirienne. Oui, mais cet appel au dialogue que vous renouvelez ce soir, votre porte-parole principal, Soumaïla Brédoumi, a passé toute cette campagne électorale et même la pré-campagne électorale à le lancer, cet appel, en vain. Ça n'a rien donné. Et ensuite, on va très vite arriver dans la campagne des élections législatives. Ce dialogue ne vient pas. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prêcher dans un désert? On continuera. Je ne serai pas le premier dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup de choses qui ont changé le monde sont sorties de prédicateurs dans le désert. Il y a toujours un moment où on prêche dans le désert, et un moment où on traverse le désert. Eh bien, il faut continuer. Vous savez, c'est Churchill qui a dit when you're going through hell, only one thing to do, keep going. C'est quand vous traversez l'enfer, il y a une seule chose à faire, c'est continuer à avancer. À un moment ou à un autre, vous en sortirez. Non, mais plus sérieusement. Bien sûr que l'alternative, c'est quoi? C'est soit faire ce qu'on fait là, avec Brédoumi, ça, continuer à apprendre, ou on va prendre les armes, ce qu'on ne fera jamais. Okay? Donc, il n'y a pas d'autre. Quand on est pour la paix, il n'y a pas d'autre choix. Combien de temps le président Houphouët-Boigny a prôné le dialogue pour l'Afrique du Sud? Où est-ce que Mandela a fait son premier voyage quand il a été libéré? À Yamoussoukro. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Mandela, le président Thabo Mbeki, en privé avec le président Bédié. Et j'étais très ému, moi j'étais relativement jeune ministre et tout, et il a dit ceci, il a dit « Aucun chef d'État ne m'a plus cédé que le président Houphouët-Boigny, je veux le dire devant l'histoire ». Thabo Mbeki est vivant, je suis sûr qu'il se souvient de cette rencontre. Donc, la force du dialogue, quand il a dit le dialogue c'est l'arme des forts, c'est vrai. On peut toujours gonfler les biceps, se taper la poitrine et faire le matamor, le va en guerre. Et bien toutes les guerres se terminent par un dialogue et par une négociation. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Qu'est-ce qu'il en est de la dynamique du Front commun? Oui. Non, le Front commun, c'est important parce que nous sommes unis dans ce que je dis là. Le président Gbagbo ne dit pas autre chose. C'est pas un secret qu'on ne partage pas la même idéologie. Le PDCI et le Front commun. Mais une nation est riche de ses différences. Une nation est riche de ses différences. Et le PPACI, pardon, excusez-moi. Le PPACI, mais aussi le FPI et d'autres. Une nation est riche de ses différences. Aux États-Unis, il y a les démocrates, il y a les républicains. Et les États-Unis ne seraient pas complets sans l'un ou sans l'autre. Donc, on accepte de vivre ensemble pour que le pays, à la fin, avance. Et ce respect mutuel, c'est une des choses qui me chagrine vraiment dans le débat actuel, c'est l'agressivité, le mépris. On est tous des Ivoiriens. Personne ne détient la vérité absolue et pour toujours. Un peu d'humilité. Qui manque d'humilité? Moi, souvent, parfois, ils disent que moi, je suis arrogant de l'autre côté. Mais vraiment, laissons les Ivoiriens juges de ça. Laissons les Ivoiriens juges de ça. Oui, mais quand vous avez créé le Front commun, président Tidiane Thiam, lorsque vous avez créé le Front commun avec le PPACI du président Laurent Gbagbo, vous saviez quand même que votre candidature et celle du président Gbagbo avaient peu de chances de franchir le filtre du Conseil constitutionnel. Vous vous en doutiez?
J'essaie de me souvenir des Très dates. honnêtement. Non, j'essaie de me souvenir des dates. Parce qu'il y a eu C'était beaucoup le de. 19 juin. J'ai C'était passé le 19 tellement juin. de temps dans tellement de procédures. Vous savez, on est confronté à un modèle actuellement de fonctionnement antidémocratique où beaucoup de. On sème la zizanie au sein des partis d'opposition. Vous savez, il y a différents modèles d'autocratie. Vous pouvez supprimer et battre l'opposition, ou vous pouvez simplement avoir des gens au sein des différents partis. Je fais souvent la plaisanterie au PDCI. Hein. Quand on se réunissait, je dis, bon, il y a une section RHDP au PDCI. Et ils se connaissent. Ils existent. Et beaucoup de gens au PDCI les connaissent et savent qui ils sont. Et ils sont là au service du RHDP. Donc on a maquillé des opérations de déstabilisation du président du PDCI comme des opérations venant de la base, de militants. Mais enfin, comment on peut dire que dans un parti qui élit son président à 99,77% qu'il y a des dissensions? Entre qui? Entre 0,23% et 99,7%. Donc j'ai été pris toute l'année dans des histoires de... Et c'était délibéré. Hein, des dossiers juridiques, des plaintes, des tatatis, des tatatas. Ça n'a pas arrêté. C'est du harcèlement judiciaire, harcèlement juridique, organisé, avec des pseudo-militants de trucs. Et je vous rappelle que quand mon dossier est allé devant la CEI ne m'a pas retiré de la... Il y avait une plainte de 150 militants du RHDP qui demandaient que je sois retiré de la liste électorale. La CEI ne l'a pas fait. Elle a arbitré en ma faveur. Mais ils ont eu droit d'appel. Ils sont allés devant une juge et là, ils ont eu gain de cause. J'ai été retiré de la liste électorale. Mais je vous rappelle que, c'est pour ça que nous sommes allés après à l'ONU, mon dossier de candidature était complet. Les conditions de l'article 55, qui fixe les conditions d'élection à la présidence de la République, sont une condition d'âge et une condition de nationalité, exclusivement ivoirienne, toutes conditions que je remplissais au moment où mon dossier a été déposé au Conseil constitutionnel. Ensuite, en ce qui concerne les pièces administratives, que ce soit l'extrait de casier judiciaire, je l'ai fourni, l'attestation fiscale, pour le cas de la présidence, je l'ai fourni, le quitus fiscal, le certificat de nationalité, je l'ai fourni. Donc la raison à mon entendement qui a été donné, c'est que je n'étais pas sur la liste électorale. Liste électorale où j'aurais pu être si on avait fait ce qu'on faisait régulièrement, la révision en juin-juillet. Ah oui. Voilà. Donc vraiment, et le président Gbagbo, enfin en tout cas dans mon cas, voilà, le PDCI il m'a présenté comme candidat, il pense que c'est une candidature légitime, mais maintenant nous n'avons pas le droit dans notre démocratie ivoirienne, voilà, de contester les décisions du Conseil constitutionnel. Outre le financement, en fait, d'accord, du PDCI RDA, que vous aviez effectivement dénoncé par la loi des financements du parti, nous constatons, en dehors du coup d'État de 1999, où le président Henri Konan-Bédié était pendant un exil assez court, je pense à peu près sur 1 an et demi, à peu près, nous constatons aujourd'hui le PDCI RDA tenir sur ses pieds. Vous aviez évoqué en off la décentralisation en termes de management. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Tidjane Thiam est en France, peut-il encore compter sur ses soldats en ce qui concerne le maintien du parti et la gestion du parti sans être physiquement sur place? J'en suis sûr. Hein. Malheureusement, notre parti a dû souvent dans son histoire, être confronté à des difficultés. Je pense que le nom Péchou vous dit quelque chose. Oh bah bien sûr. Hein, vous avez évoqué les chefs traditionnels. Voilà. Donc, quand le président Oufoué a été dans la même situation, ici à Paris, moi je connais ceux qui faisaient la navette entre Abidjan et Paris. Ils sont venus à Yamoussoukro avec des mitraillettes pour l'enlever, qui s'est enfermé dans sa chambre, qu'il a dû appeler le procureur général à Dakar. Tout à fait, effectivement. De l'AOF qui lui a sauvé la vie. Après ça, il est parti en France pour ne plus revenir, puisqu'il savait qu'on voulait l'assassiner. Bon. Donc, et le PDCI est toujours là. Ok. Donc, le PDCI a dans son ADN une capacité, je dirais, si je peux me permettre de choisir, de bons dirigeants, et ensuite à fonctionner face à l'adversité. C'est pas facile. Bien sûr qu'on préférerait. Hein. Moi, j'aime mon rôle de président du PDCI. Vraiment, les gens m'ont vu arriver tous les matins au bureau, et d'ailleurs, ça étonnait les gens que je sois aussi présent au PDCI. Oui, j'étais là tous les matins, je travaillais pendant 15 heures, tous les jours. On a beaucoup accompli, franchement, en 1 an et demi. Donc, c'est malheureux qu'on soit dans cette situation. Mais quelle autre option avons-nous aujourd'hui? Quand vous voyez les abus des atteintes aux droits de l'homme quotidiennes, quand vous voyez, une partie de mon équipe est cachée, hein, Benjo, coordinateur général du PDCI, moi, je n'y étais pas, on m'a rapporté l'attaque contre sa résidence. Ils ont saccagé sa résidence il y a quelques jours. Personne ne sait où il est. Bon, j'ai d'autres, je pourrais citer. Malheureusement, nous sommes comme avant l'indépendance, un parti légal
qui a bâti la Côte d'Ivoire. De nombreux membres de la direction du PDCI aujourd'hui sont cachés ou en exil. Est-ce que c'est normal? Rassurez-nous, comment va Noël Akossi-Benjo? Comment vous voulez qu'il aille? Un homme qui a eu sa carrière, qui a dirigé la plus grande entreprise de Côte d'Ivoire, la CIR, qui a été maire du plateau, Élu meilleur maire d'Afrique. qui voit sa résidence saccagée. Plus grave, ces gens ont été formés à prix d'or par la Côte d'Ivoire, par le contribuable ivoirien. Benjo sera le premier à vous dire que sans Houphouët-Boigny, il serait toujours dans un petit village ébrié. Brédoumi est pareil. C'est un des plus grands agronomes ivoiriens. Il a été formé à prix d'or par la Côte d'Ivoire. Il était un parmi 11 qui sont allés aux États-Unis faire leurs études cette année-là. Moi, il m'a raconté, je connais toute sa vie. Bon. Est-ce que vraiment notre pays a tellement de talent qu'il peut se passer de ce genre de personnes et les pourchasser? C'est pas comme ça que la Côte d'Ivoire doit être gouvernée. Ceux qui croient que c'est un bon modèle, eh bien, ils se trompent. Et aujourd'hui, s'il y a une désaffection des Ivoiriens vis-à-vis d'eux, si les Ivoiriens n'ont plus confiance en eux, s'ils font des meetings où il n'y a personne, c'est à cause de tout ça. Les législatives, peut-être. Bon, les législatives, Norbert, j'éviterai pour l'instant. Je vais rester dans le tempo, en fait, d'accord de l'actualité, si tu le permets. Bien sûr. Alors, que dites-vous des personnes qui disent que Tidiane Thiam est un novice en politique et aujourd'hui, il mène le PDCI à la banqueroute? Écoutez, moi, d'abord, chacun a le droit d'avoir son opinion, hein, mais clairement, je ne dirige pas le PDCI tout seul. J'ai expliqué qu'une des choses dans lesquelles je crois beaucoup, c'est le travail en équipe. Mais c'est évident que je n'ai jamais dirigé de parti politique avant aujourd'hui, mais c'est comme ça dans beaucoup de domaines dans la vie. Avant de faire quelque chose, vous n'avez jamais fait. Je suis entouré d'une équipe très solide. Mais bien avant, vous aviez fait de la politique. Oui, j'avais fait de la politique aussi avant. Mais moi, je suis très modeste, très humble. Hein. Et je travaille beaucoup avec les anciens. Il se trouve que j'en connais un certain nombre. Hein, des gens comme Émile Canton, on a été ministre ensemble. Ici, il y a bien grand, on a été ministre ensemble. Il y en a beaucoup qui m'ont connu aussi, jeune. Ils m'ont vu travailler. Ils ont vu avec quel sérieux je travaillais. Et c'est des gens qui ont beaucoup contribué à mon élection et ils me donnent des conseils tous les jours. Personne n'a la science infuse. Personne ne sait tout. Alors, peut-être que je suis un hypnotiseur, hein, parce que, donc, pour arriver à convaincre 99,77% du PDCI de courir à sa perte, bon, alors on pense que les gens du PDCI ne sont pas très intelligents. C'est pas ce que je pense. Non, en fait, c'est 2 années, c'est un peu moins de 2 années qui viennent de se passer. Oui. Comment vous ont-elles changé? Non, moi je crois d'abord que franchement, on a obligé le pouvoir à utiliser des artifices tellement gros pour m'éliminer que 78% des Ivoiriens sont contre, dont 66% des électeurs du RHDP. Alors, vous savez, il y a un truc que les Américains disent beaucoup, c'est blame the victim. C'est dans une situation où quelqu'un est une victime de quelque chose, vous mettez le blâme sur la victime. Moi, je suis une victime dans cette histoire. Et le PDCI aussi. Okay, le PDCI s'est choisi un président qui pensait être un bon président, et en tout cas, l'engouement qu'on a suscité chez les Ivoiriens, les 169 000 parrainages que j'ai eus, je suis le candidat qui a eu le plus de parrainages en Côte d'Ivoire. Plus que le président de la République. Les 75 000 adhérents sont des gens réels qui existent. À mon avis, le million qu'on a mis dans les rues à Yopougon le 9 août. Donc, ça vous a galvanisé. Oui, c'est pas un rêve que j'ai eu tout seul de faire ça. Moi, quand je vois des gens traverser la rue pour me dire, moi, je m'intéresse maintenant à la politique, grâce à ce que vous dites depuis 1 an ou 2, je suis très fier, très heureux. C'est pour ça que je me suis engagé dans ce combat. Je pense que, honnêtement, après, c'est difficile de... Vous me demandez... D'abord, je vais arrêter parce qu'il faut demander à d'autres ce qu'ils pensent de mon action. C'est difficile de s'auto-évaluer. Très difficile. Certains se disent, après tout ce qu'il a subi, peut-être qu'il a envie de... Non. Exactement. Non. Dans les bruits de couloir. Voilà, de repartir... Non, mais écoutez, comme je suis un être humain, horizons. je suis un être humain, évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui me déplaisent, mais je ne vais pas retourner... Bon, vous savez, j'ai écrit un livre récemment, malheureusement il est en anglais, il arrivera en français à un moment, mais si vous lisez ça, vous saurez que ma vie n'a pas exactement été une promenade de tout repos jusqu'ici. J'ai affronté un certain nombre d'épreuves. Ouais, voilà. Donc vous êtes déterminé pour l'avenir. Absolument, je ne vais pas... Alors, cela me rassure, Norbert, il y a un point qui est très important. Vous aviez évoqué, vous faites référence beaucoup à l'histoire. On va certainement aller dans un élément historique, mais qui
est en parallèle avec notre réalité géopolitique. Lors d'une interview, vous avez évoqué le cas, en fait, d'accord, de l'approche avec les pays de la sous-région, l'AES en l'occurrence. Vous êtes inspiré, en tout cas, de la maîtrise et de l'approche géopolitique du président Félix Houphouët-Boigny. Hier, nous avions brillamment écouté le président Laurent Gbagbo, avec le confrère Alain Foka, évoquer aussi cette nécessité de ne pas rompre diplomatiquement les ponts et même économiquement les ponts avec ces pays de l'AES. Tidjane Thiam au pouvoir, que fera-t-il concrètement, d'accord, avec ces pays de l'AES, concrètement? D'abord, il y a nos convictions. Vous savez qu'on a un programme très élaboré, hein, j'en ai parlé souvent, 404 du PDCI, qui ont travaillé pendant 1 an. Je pense qu'on conduise le PDCI à sa perte, on va vraiment vers quelque chose de concret. Et un des premiers thèmes, c'est une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. On en a fait un objectif essentiel, c'est le premier de notre programme. Donc il faut être en paix avec ses voisins. Et ça passe par le dialogue. Ça va revenir comme leitmotiv, mais ça passe par le dialogue. On doit toujours pouvoir parler. On doit toujours pouvoir parler. Même si on est en désaccord, hein, on partage le même espace géographique. Les problèmes de ces pays-là, d'une manière ou d'une autre, deviennent nos problèmes. Et en tout cas, pour ce que j'ai pu voir dans nos analyses, dans nos recherches, les communautés de ces pays-là, aussi bien là où elles se trouvent, que celles qui habitent chez nous et qui sont les bienvenus en Côte d'Ivoire, ont beaucoup de sympathie pour le PDCI. Je veux vous dire que beaucoup d'entre eux se préparaient à voter pour le candidat du PDCI au cours de cette élection présidentielle. Ils nous l'ont dit, que ce soit des communautés burkinabées, des communautés maliennes. Et ils voyaient le retour du... Parce que, bon, quand même, on fait l'histoire, hein. Qui parlait du bétail électoral du PDCI? Ah oui, c'est vrai. Merci. Alors, ok, c'est pas si loin. Donc, le parti qui laissait tout le monde voter, et ça, c'est resté hein, dans l'esprit de nos frères du Burkina, du Mali et d'autres pays. C'était le PDCI. Bon, il y a eu un épisode malheureux, j'ai dit ce que j'en pensais, bon, qui n'était pas fidèle aux valeurs fondamentales du PDCI, mais ils sont heureux de voir un président du PDCI qui tient le même discours que celui qu'ils ont toujours souhaité voir le PDCI tenir, celui du président Houphouët-Boigny, qui est Vous savez qu'il avait supprimé les visas pour les Africains non ivoiriens. Oui. Bon. Donc, toutes ces choses-là, c'est des gestes symboliques importants. Mais... Et puis, moi, j'irai à Ouagadougou. Je suis certain qu'il est... Absolument, mais bien sûr. Certainement, Norbert, on ira couvrir ces événements sur Ouagadougou. Bien sûr. Anwar El-Sadat est allé voir Menahem Begin. Effectivement. Alors, quel problème il y a entre la Côte d'Ivoire et le Burkina qui fait qu'on ne peut pas aller à Ouagadougou? Moi, je suis certain que je serais bien accueilli. Un élément, si tu permets, très important. Tidjane Thiam, l'homme de la France, on l'a longtemps entendu. Non, mais c'est très important parce que... Clairement, j'ai un soutien. Là, effectivement, on le constate. On constate qu'il est bel et bien l'homme de la France. Mais je veux dire, on a tellement entendu. On l'a entendu. Et là, aujourd'hui, ironie du sort. Mais ce qui... Tidjane Thiam, est-il plutôt dans une approche, parce qu'il faut aussi, si je fais référence au PDCI RDA, on avait le président Félix Houphouët-Boigny, à l'époque, d'accord, de la présence des deux blocs, n'hésitez pas à dire clairement qu'il était du bloc occidental. Mais on a l'impression qu'avec Tidjane Thiam, nous avons une autre approche. Tidjane Thiam ne serait-il pas quelqu'un qui a plus une approche multilatéraliste, assez ouvert avec les partenaires qu'il faut à travers le monde? Parce que on vous a souvent cité dans les escarcelles, en fait, d'accord, d'une vision politique mondiale qui, aujourd'hui, est contraire à ce que vous prônez, à vous entendre politiquement. Je ne peux pas être responsable de ce que les autres disent que je pense. Moi, je m'exprime souvent. Oui. J'aimerais bien quand même entendre le président Tidjane Thiam sur ce point. Non, pour moi, c'est pas aussi simple que ça. D'abord, je pense que la représentation qu'on fait là du président Houphouët n'est pas correcte. Vous savez qu'il avait de bonnes relations avec Ceausescu en Roumanie, il avait de bonnes relations avec Tito en Yougoslavie, je le sais très bien. Il avait de bonnes relations avec l'Inde. Donc, il y avait un ancrage, effectivement, mais c'était surtout pour l'économie de marché. Hein? Oui. Il avait été communiste par opportunisme. Je suis désolé, on n'ennuie pas peut-être les spectateurs avec ces rappels historiques. Non, mais c'est très important. Il avait été communiste par opportunisme. Par opportunisme. Bon, après il a rejoint l'UDSR de François Mitterrand en 1954. Et c'était, comme il disait lui-même, c'était un riche planteur. Donc un riche planteur communiste qui avait la seule voiture américaine de la colonie de Côte d'Ivoire, ça n'allait pas très bien ensemble. Donc lui-même était un entrepreneur. Ceux qui ont vu les plantations de Toubokro, l'ananas, le pactage, tout ça, savent que c'était un chef d'entreprise, en plus d'être un président. Donc il y avait ce côté-là qui rejetait l'aspect collectiviste du communisme. Mais il reconnaissait aussi que le communisme avait apporté un équilibre par rapport à l'impérialisme. Bien sûr.
des pays capitalistes, et il a toujours joué, il a toujours entretenu de bonnes relations avec tout le monde. Donc, moi, c'est ma philosophie aussi. C'est clair, hein, je ne vais pas raconter d'histoire. Moi, je suis pour l'économie de marché, il n'y a pas de problème. J'ai été patron d'entreprise, ça irait mal de dire autre chose. Pourquoi je suis pour l'économie de marché? Parce que c'est quelque chose, parfois, les gens dans le système un peu français ne comprennent pas. Parce que l'économie de marché, contrairement à ce que les gens pensent, elle est en faveur du petit et du faible. D'accord. Parce que la compétition, c'est une bonne chose. La compétition, on va rentrer dans des discussions. La compétition, écoutez, chacun est ses films. Il y a tellement, je peux donner tellement de faits à l'appui de ce que je dis là. Ok, les blocages, les privilèges, les barrières ne profitent qu'aux forts. Ok, oui. Les faibles, ils ont intérêt à ce que les choses soient ouvertes. Ok, la politique agricole commune. On m'a interdit un moment d'aller en Europe parce que je parlais tellement contre la politique agricole commune. Parce que je disais toujours que j'étais prêt à abandonner tous les budgets d'aide à condition que l'Europe ouvre son marché aux produits agricoles africains. D'accord. Ça, c'est la compétition. Ça, c'est le commerce. Et quand on est faible, je vous assure, il y a beaucoup à gagner à l'élimination des barrières et à l'ouverture des marchés. À condition aussi que ceux qui compétissent aussi aient en fait des parts en fait assez... J'avais fait des calculs qui montraient que si vous calculez ce qu'on perdait comme revenu à cause des protections européennes et puis des produits qui étaient dumpés, à l'époque la farine européenne arrivait avec des subventions énormes au Grand Moulin d'Abidjan, qui fabriquait du pain, avec lequel notre manioc ne pouvait pas compétir, ce qui créait de la pauvreté dans nos campagnes, de l'exode rural, causé directement par les subventions à la farine européenne. Ok ? Et on pouvait calculer tout ça, et je disais qu'on pouvait... Et je ne vais pas rentrer... Mais non, donc moi je suis pour l'économie de marché, et je peux donner plein d'exemples qui montrent pourquoi l'ouverture profite aux pauvres, et crée des opportunités pour les pauvres. Maintenant, après ça, de manière géopolitique, il faut parler à tout le monde, toujours. Il faut toujours parler à tout le monde. Moi, j'ai travaillé beaucoup en Chine, c'est un pays que je connais bien. J'ai dirigé un groupe qui était numéro 2 en Asie, donc avec de très fortes positions à travers toute l'Asie. Je connais tous les dirigeants de tous ces pays-là, et j'ai de bonnes relations avec eux, et ça, c'est quelque chose que j'apporterai. J'ai aussi de très bonnes relations dans le monde arabe, beaucoup de dirigeants là-bas que je connais. J'étais en Israël en juillet, j'ai été très bien reçu, j'ai aussi de très bonnes relations avec tout ce monde-là. Donc vraiment, c'est un équilibre, sans parler des États-Unis. Bon, donc c'est vraiment... la meilleure manière de gérer les intérêts à long terme d'un pays, c'est de n'exclure personne et de parler à tout le monde. Si je dois résumer ma philosophie en une phrase. Philosophie un peu inspirée de Fouad-Boigny. Je vais retenter ma chance sur l'actualité, parce que... C'est vrai qu'on avait fini, on avait dit... Non, mais non, nous y sommes. Nous y sommes, monsieur. Vous avez oublié... Ah non, vous avez tenu parole, ça fait 1 heure 1 minute. Voilà. Ça paraît plus long, vous avez posé trop de questions. Mais alors, encore une peut-être d'actualité, les législatives, pardon, mais ça va arriver très très vite. Est-ce que le PDCI-RDA est en danger Le PDCI-RDA ne disparaîtra jamais. Législative ou pas législative, RLE ou pas RLE. Voilà. Bon. C'est un parti fondé pour durer, qui est là depuis 1946. Ce ne sont pas les velléités hégémoniques, transitoires de certains, parce que dans l'histoire, sur la durée, c'est transitoire. D'accord. Qui vont changer la mission du PDCI. Il appréciera. La mission du PDCI. Alors, le PDCI ne disparaîtra pas. Le PDCI sera là bien après ma mort et il continuera à travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Ça, c'est un message essentiel que vous livrez aux Ivoiriens qui sont nombreux à nous écouter ce soir, je n'en doute pas. Et on sent votre émotion, Président Tidiane Thiam. Avant de laisser la dernière question à Toumblanc, je voulais vous faire dire un mot plutôt de votre livre, parce que vous nous en avez parlé tout à l'heure. Non, j'y pense tout simplement parce que hier soir, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il allait rendre les clés du parti début 2026 et qu'il allait se consacrer à sa famille et qu'il allait se remettre à écrire. Alors, je pense avoir lu tous les livres de Laurent Gbagbo. Le vôtre, j'attends qu'il soit traduit en français pour pouvoir le déguster. J'ai eu beau chercher dans ma bibliothèque, je n'ai pas trouvé de bouquin signé Alassane Dramane Ouattara. Je ne désespère pas. Mais cet appétit pour la chose littéraire, comment s'explique
explique-t-il, vous qui êtes un mathématicien, ça, un polytechnicien, qu'est-ce que vous nous cachez? Écoutez, j'ai eu la chance cet après-midi d'avoir la visite de 3 de mes camarades de terminale. Voilà. Et on a vraiment passé un bon moment. Et je ne dirai pas leur nom, mais il y en a un qui a amené son fils, et puis sa belle-fille et son petit-fils, et il m'a demandé d'être le parrain de son petit-fils, donc j'étais très touché. Et ce sont des gens qui me connaissent depuis que j'ai 16-17 ans, donc ils vous auraient dit que moi j'étais un littéraire contrarié. Un littéraire contrarié. Absolument. Tous ceux qui savent, qui ont fait des études avec moi savent que là où j'étais le meilleur, même à Polytechnique, même partout, c'était dans les matières littéraires, le français, le latin, etc. Donc voilà. Donc je suis malheureusement. Bon, c'est un peu. Vous connaissez les gauchers contrariés, mais Non, les moi je suis un littéraire contrarié. Non, je voulais pas. Un scientifique littéraire. Oui. Un littéraire Donc j'ai scientifique. une passion pour vraiment, tous mes professeurs le savaient, pour la littérature. Voilà, je vous dirais en off quelque chose d'autre. Je ne vais pas dire d'ici, je vais vraiment me tomber dessus. Mais j'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup la lecture. Je sais, c'est un plaisir quotidien. J'apprends tellement. C'est une école d'humilité. Ouais. Vous voyez des idées, vous dites, mon Dieu. Moi, tous les jours, je retire de nouvelles idées et vraiment de nouveaux enseignements des lectures que j'ai. J'ai passé ce virus à mes enfants et c'est un des plus grands plaisirs. Et c'est pour ça que l'éducation, quand je parle des 47% d'analphabètes en Côte d'Ivoire, ça me travaille. C'est qu'une société est riche de ça, la lecture, mais c'est indispensable. Avoir accès à l'intelligence de toutes ces personnes qui nous ont précédés. Bien sûr. C'est de Sénèque, hier j'ai vu un truc sur Sénèque, bon, voilà, et de toutes les cultures. Sénèque Non, de toutes les cultures. Que ce soit la Chine, que ce soit l'Afrique, que ce soit le truc. Il évoque tout le temps Norbert. Et ça, c'est vraiment. Ben, c'est lui qui a dit, et je le répète souvent, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il veut aller. C'est Sénèque qui a dit ça. C'est une pensée tellement profonde. C'est une pensée. Il les cite souvent. Finalement, le Front commun avait ça en commun. Ah, ça, Entre vous non, et- moi, on a vraiment ça en commun. Ça, c'est vrai. On aime les livres. Et vous parliez de la France. Je pense que la France, comme tous les pays, a de grandes forces, certaines faiblesses aussi. Une de ses grandes forces, c'est sa littérature et le goût qu'elle nous a transmis pour les livres. Et ça, je l'assume. Je suis très, très heureux de ça. Ça me permet d'accéder à plein de cultures que je découvre. Hein. J'aime beaucoup la littérature africaine, bien sûr, mais aussi asiatique, Moyen-Orient, l'Amérique latine, il y a des auteurs fantastiques. Et c'est vrai que j'adore la littérature américaine parce que les universités américaines sont extraordinaires dans leur apprentissage de l'écriture. Et le professionnalisme qu'ils mettent dans bon, vous voyez, c'est une passion. En tout cas, Oui, oui. c'est au moins autant que le foot. La littérature. Cette année, c'est la littérature hongroise, hein, parce que le président de la littérature est hongrois. C'est Allez, vrai. et Bon. nous avons promis, Vincent, de rendre l'antenne C'est vrai. au bout d'une heure. Donc, C'est vrai. je te laisse C'est vrai. le privilège de l'ultime question. Alors, moi, j'ai été vraiment ravi, hein, d'accord, parce qu'on est quasiment au terme de cette interview. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées pour, en fait, revenir à ce moment-là qui est assez important. Je ne dirais pas l'absence, mais le refus du PDCI-RDA, du Front commun, à cette mascarade électorale. Hein. C'est ainsi que le président Laurent Gbagbo a nommé le braquage électoral, le coup d'État civil. Et le président du PDCI a dit on ne s'exprime pas de la même façon, mais nos idées convergent dans ce sens-là. Moi j'aimerais que le président Tidjane Thiam, solennellement, s'adresse aux Ivoiriens, parce que des gens diront que c'est un moment particulier parce qu'il y a un contexte électoral, mais c'est un moment aussi où les lois et la Constitution est piétinée. Je vous remercie, parce que j'étais un peu triste, en fait, du ton léger de notre conversation. On plaisantait, alors qu'il y a des gens qui croupissent en prison. Et je ne veux jamais l'oublier. Bon, c'est vrai que on ne peut pas en parler tout le temps, mais en tout cas, sachez que vraiment, c'est présent dans mon esprit à chaque instant, chaque nuit, chaque moment, j'y pense. J'ai envoyé encore un message à certains de nos prisonniers, là, hier. Donc, un message, je peux le résumer. Je l'ai dit, je le crois. J'ai dit, une autre Côte d'Ivoire est possible, et elle sera. Une autre Côte d'Ivoire est possible, et elle sera. Le message que j'ai pour nos compatriotes, c'est qu'il faut garder espoir. Je sais que c'est difficile. Quand on traverse une période comme celle qu'on traverse aujourd'hui. Et M. Navarro, vous m'avez dit, est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert? Oui. Le prophète Mohamed, il a commencé avec un esclave noir, Bilal, et un chien. Et aujourd'hui, l'islam. Je dis souvent, quand je suis allé à Shanghai la première fois en 1984, je suis allé dans la salle où le Parti communiste de Chine a été fondé, il y avait 6 chaises. Ils étaient 6. Regardez la Chine aujourd'hui. Okay.
Donc moi, je crois fondamentalement que on peut accomplir. Il n'y a pas de limite à ce que l'esprit humain peut accomplir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile, mais je crois dans l'homme, je crois dans l'Ivoirien. Je pense que Dieu nous a donné une intelligence et une âme. Et vraiment, c'est l'appel que j'ai lancé aux autorités, à vraiment s'élever au-dessus des contingences et des problèmes de court terme, pour penser à tous ceux qui nous ont précédés, aux souffrances qu'ils ont endurées, pour que nous soyons indépendants et pour les rendre fiers. Amen, Alléluia et Inch'Allah, je dirais. Mais bon, c'est ça, c'est ma pensée profonde, c'est que vraiment, quand je pense à ceux qui nous ont précédés, à toutes les humiliations qu'ils ont subies, au temps colonial, que moi je connais, mes parents m'en parlaient tout le temps. Mais alors, on ne peut pas aujourd'hui se donner un spectacle de la sorte avec des jeunes qui sont l'avenir, qui sont la richesse du pays, qui sont battus, emprisonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une opinion donnée. Alors, respectons-nous les uns les autres, je dirais aimons-nous les uns les autres, et arrêtons de diaboliser certains d'entre nous. Faisons preuve d'un peu d'humanisme, et je pense qu'à ce prix-là, on y arrivera. Et vraiment, donc je lance de nouveau cet appel, et je le lancerai autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'il aboutisse. Engageons-nous dans un dialogue. En tant que leader politique, en tant que responsable de la Côte d'Ivoire, engageons-nous dans un dialogue pour sortir de l'impasse actuelle, parce que nous sommes dans une impasse, à 2 jours d'une date cruciale pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai à dire aux Ivoiriens. Je remercie ceux qui m'ont fait l'honneur de m'écouter aujourd'hui. Et je leur dis que je compte sur chacune et chacun d'entre eux. Et de nouveau encore une parole pour ceux qui sont arrêtés ou qui souffrent, en espérant que demain sera meilleur pour nous tous. Merci. Et nous, à Toumblanc et moi, nous vous remercions très chaleureusement, Président Tidiane Thiam. Merci vraiment de nous avoir accordé ces moments très précieux. Merci également à Mélissa, à Ayoub, à Alexis, à Gustave et à tous ceux qui nous ont aidés à organiser et réaliser ce direct. Merci et j'espère à très bientôt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Merci.